Lundi 23 décembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Plaisir pour moi de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Buzz Sport, purement une émission scientifique et pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de toucher de couche à couche qui coule beaucoup d'encre de salive et surtout les Congolais, les sportifs ne comprennent pas. Et aujourd'hui, on va essayer d'en parler de cela, surtout les choses que les gens cachent. Nous, on va essayer de les dire un peu plus haut pour essayer d'éclairer la lanterne de quelqu'un, des milliers de sportifs congolais. C'est avec plaisir que je reçois pour vous Maître Fils-Mouingue pour la deuxième fois de suite à cette émission. Il est qui? C'est un agent des joueurs aussi, avocat sportif, Maître Fils-Mouingue. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Caleb. Merci beaucoup pour ton invitation. Il est vraiment très important que je puisse quand même corriger. Je ne suis pas agent des joueurs. Je peux dire que je suis manager parce que par le mot manager, nous comprenons que le manager, c'est celui qui gère. Okay. Donc, nous gérons les carrières. Je gère des carrières des sportifs. Et c'est pourquoi je peux accepter qu'on m'appelle manager parce que dans la gestion de carrière, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion de l'image du joueur, il y a la gestion de son patrimoine, il y a la gestion de sa carrière proprement dite, voilà, parce qu'il est très difficile qu'un sportif se gère lui-même. Parce que déjà, les sports demandent beaucoup d'exercices physiques et que ça demande aussi que la tête soit aussi bien calme. Et quand on mélange sa propre gestion de sa carrière et le côté des entraînements et autres, son exercice sportif quotidien, c'est très difficile que celui-là puisse bien mener à sa carrière. C'est pourquoi je peux bien accepter qu'on m'appelle manager parce que je gère les carrières des jeunes. Merci beaucoup, Maître Fils-Mouingue. J'en profite de l'occasion pour vous dire aussi le vœu des bonheurs et de prospérité. Merci beaucoup et merci pareillement d'ailleurs. Et de même que je le fais aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. Je lui présente mes vœux le meilleur et beaucoup de santé pour l'année 2025. Alors, si avec Maître Fils-Mouingue, on va parler de quoi? On va parler transfert des joueurs congolais. À qui ça profite? Aujourd'hui, on parle des transferts. Moi, je me dis, est-ce que la trésor public aussi a une quota ou a une part en cas de transfert sur le plan international? Alors, les transferts locaux, on va essayer de débattre et de parler vraiment avec Maître Fils-Mouingue. C'est lui que je vais vraiment essayer de lui laisser le temps de parler, de s'expliquer par rapport à ces sujets. Maître Fils, d'abord, on revient par rapport à ce mot, transfert de joueurs congolais. À qui ça profite? Bon, quand on veut parler, ça profite, on veut parler directement au club. C'est les clubs qui profitent en cas de transfert de joueurs. À qui profitent les transferts des joueurs? Ça profite à toutes les parties engagées. Okay. Normalement, on dit ça profite à toutes les parties engagées pour un transfert. Après, là on est en train de parler du transfert des joueurs congolais. C'est un autre débat. C'est vraiment une autre paire de manches qu'on est en train de vouloir essayer de discuter ou d'échanger pour que beaucoup d'entre nous trouvent aussi des idées sur le transfert dans le football congolais. Est-ce que ces transferts sont vraiment réguliers? Est-ce que ces transferts répondent aux normes internationales édictées par la FIFA? Donc c'est un peu ça, mais dans un premier temps je pense qu'il est vraiment d'abord très important qu'on sache qu'est-ce qu'un transfert. Okay. Parce que nous parlons du transfert tout le temps, mais qu'est-ce qu'un transfert? Alors j'irai dans un langage purement simple et pour dire que le transfert c'est le mouvement qui permet à un joueur de quitter d'un club à un autre. Donc, dans un langage purement simple, c'est ça le transfert d'un joueur. Ou soit, le transfert d'un joueur peut aussi c'est comprendre comme étant le rachat du contrat d'un joueur. Donc, un joueur qui est engagé à un autre club, le fait de quitter son club, le club auprès duquel il est engagé vers un autre club,
cela s'appelle un transfert. Que ce soit un transfert gratuit, que ce soit un transfert payant, et on appelle ça un transfert. On peut parler même de gratuité en termes de transfert. Un transfert peut être gratuit. On parle de transfert si et seulement si on perçoit l'argent ou comment? Non, le transfert, c'est le mouvement. C'est juste le mouvement du joueur, d'un athlète, d'un club à un autre. Et ça peut se faire aussi gratuitement quand on fait des prêts non payants. Okay. C'est un transfert, même le prêt fait partie des transferts. Et le prêt facilite le mouvement d'un joueur, d'un club à un autre. Est-ce qu'on peut dire le prêt est forcément aussi un transfert? Bien sûr, ça fait partie du transfert parce que ces prêts-là, quand on prête un joueur, ça lui permet de quitter d'un club à un autre. Le fait de faire seulement ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle transfert. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment se passent les transferts d'un joueur? C'est ça le problème. Alors, le transfert d'un joueur se passe d'abord à deux niveaux. Il y a au niveau national et ainsi qu'au niveau international. Alors, au niveau national, le transfert d'un joueur s'est conclu d'abord par la volonté de deux parties de s'échanger un joueur. Moyennant négociation, est-ce un prêt? Est-ce un transfert cash? Donc c'est moyennant les négociations entre les deux clubs. Et qui engage aussi un joueur qui doit aussi rencontrer aussi... ça doit rencontrer aussi l'envie du joueur. Parce que le consentement du joueur aussi compte quelque part. Alors, sur le plan local... Après négociation, on vérifie si réellement le joueur était encore en contrat avec le club cédant, qui devra fixer un montant des transferts, ou soit qui devra fixer les conditions des transferts. Et puis à la fin, il faudra que les deux parties signent une convention des transferts qui sera déposée à toutes les instances sportives pour prouver qu'un transfert a été fait entre deux parties afin que ce transfert-là soit homologué et que le joueur puisse œuvrer dans un autre club. Alors, sur le plan international, il y a quand même quelques mécanismes qu'il faudra mettre en place, notamment la première des choses, il faudra communiquer les documents qu'on appelle TPO. TPO c'est en anglais, mais en français, les TPO, c'est le droit des parties tiers dans l'acquisition de droits du joueur. Okay. C'est-à-dire que quand un joueur est transféré, il se peut qu'il y ait un club qui a transféré vers un autre club et qui avait négocié des indemnités, qui avait négocié plutôt certaines clauses en cas de transfert. C'est-à-dire un joueur qui quitte un club A vers un club C, et lors du transfert d'un club A vers le club B plutôt, il y a une négociation des clauses. En cas de transfert, il lui reviendra autant de pourcentage de ce montant global du transfert qui sera fait. Et dès que le joueur devra quitter le club B, négocier avec le club C, il faut que le club C soit au courant de toutes les parties qui ont droit sur le joueur. C'est ces documents-là qu'on appelle TPO. Il y a des conflits qui ont vu des jours pour des clubs qui ont transféré des joueurs dans un autre club alors qu'ils avaient des clauses avec les clubs qui a transféré les joueurs chez eux, qu'ils devaient leur rendre quelque chose en cas de transfert. Et au moment de la production du document TPO, ils ont complètement ignoré le club précédent qui a transféré en disant qu'ils ont la totalité des droits sur le joueur. Alors, c'est vraiment exigé que les TPO soient communiqués au club acquéreur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pour que vraiment les transferts soient homologués, il faudra que la fédération de la partie cédante puisse envoyer ce qu'on appelle le certificat des transferts internationaux, le CIT. Voilà. Okay. Et devra l'envoyer au club acquéreur pour confirmer que réellement
le joueur appartenait à ces clubs cédants et qu'il a vraiment libéré les joueurs en bonne et due forme et que les joueurs ne doivent plus rien au club et le club ne doit plus rien aux joueurs au moment où le joueur a été transféré. Et voilà comment est-ce que le transfert est régularisé sur le plan international. Mais arriver sur place, c'est quelque chose que nous pêchons ici, arriver sur place, il y a aussi certaines choses qui font est-ce que le transfert soit homologué. Notamment, il faut qu'on présente dans certains pays comme l'Angleterre, il faut que le joueur arrive à avoir le permis de travail. C'est pas seulement en Angleterre, même ici en Tanzanie, dans le pays anglophone, disons en Zambie, tout comme en Afrique du Sud. Il faudra prouver que les joueurs est bel et bien transférés pour que ces joueurs-là puissent retrouver un permis de travail afin de lui permettre de travailler librement. Notamment, il faudra présenter son contrat, si le contrat répond aux normes d'un contrat professionnel et qu'il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que quelqu'un puisse évoluer dans un championnat au niveau où il se trouvera. Donc voilà un peu. Au cas où le transfert a été au départ accepté ou validé, l'argent, on a déjà réussi, et après le joueur refuse d'aller jouer à X équipe ou Y équipe. À ce moment-là, quelles sont la pénalité ou les causes ou les conséquences qui vont suivre? Voilà, c'est comme je l'ai dit ici, il y a trois parties dans un transfert, notamment il y a le joueur, il y a l'athlète. Il y a les deux parties qui sont le club et ainsi que la troisième partie, c'est le joueur. Ça doit rencontrer les consentements. Ce le manager n'a pas... Non, l'agent du joueur, c'est quelqu'un qui fait juste les ponts entre les joueurs vis-à-vis du club qui lui cède et vis-à-vis du club qui va l'acquérir. On va aller dans un exemple plus ou moins clair. Actuellement, nous avons ces problèmes-là qui touchent un des cadres de la sélection nationale, c'est notamment Chancel Mbemba, qui n'est pas souhaité à être utilisé au sein de son club qui est l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille compte transférer Chancel Mbemba pour récupérer quelque chose. Mais Chancel Mbemba étant encore en contrat avec son club qui est le Marseille, et que les projets de transfert que propose l'Olympique de Marseille à Chancel Mbemba ne rencontrent pas les envies de Chancel Mbemba. Et vis-à-vis des clauses de son contrat, il a tout à fait le droit de dire que moi, je ne peux pas aller dans tel club. Et là, c'est tout à fait normal. Mais il y a de ces transferts qui se font aussi en obligeant les départs des joueurs. Et ça dépend aussi souvent des clauses qui sont aussi reprises dans le contrat. Mais si un joueur consentit aussi au départ de partir dans un club Y et que le transfert est fait et que ces joueurs-là refusent de jouer, je pense qu'il y aura vraiment des sanctions qui seront établies à l'encontre du joueur parce qu'il avait déjà donné son consentement, le club l'avait déjà engagé, il avait déjà signé un contrat, il avait déjà perçu peut-être sa prime à la signature et puis peut-être qu'il avait aussi déjà perçu des salaires mensuels et les explications pourquoi est-ce qu'il peut refuser de jouer, là en tout cas c'est quelque chose qui est aussi un autre cas, mais je pense que devant ces genres de cas, les joueurs pourraient être sanctionnés bien sévèrement parce qu'il avait déjà accepté d'être transféré. Prenons le cas de l'ancien international Ricky Toulé Missindani avec l'IFAR Chania Kadida, où le joueur a été transféré, mais après le joueur est rentré pour dire qu'il ne va pas jouer là-bas. C'est presque le cas familier avec l'ancien joueur des SMP, Jonathan Ikangalombo, c'est presque pareil. Bon, je ne maîtrise pas au fond le dossier de Ricky, tout comme de Ikangalombo.
j'ai du mal à faire des commentaires là-dessus parce que ce sont des cas qu'on a tous suivis au niveau des médias et que nous ne savons pas les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui a été repris dans les conventions des transferts, les contrats et tout, les discussions. Sûrement, il y avait des choses autour de l'argent. Il y avait autour de l'argent, mais ça a été relaté dans le média. Je n'ai pas vraiment la maîtrise de ce dossier. J'aurais du mal à faire beaucoup de commentaires là-dessus. Relevons le cas de Djebeli Nongala. On peut en parler, le cas du transfert de Djebeli Nongala qui a posé le même problème par moment au sein de Lupopo. Et il y a eu divergence, si peut-on le dire comme ça. Il y a eu divergence énorme entre les dirigeants de Lupopo et celui des Aigles du Congo pendant un moment. C'est là, concrètement, peut-on parler d'un transfert raté ou d'un transfert mauvais, s'il faut le dire comme ça. Bon, aussi longtemps que la fédération avait tranché sur ces dossiers de Bénin Ndongala en disant que Mazembe a fait un transfert en bonne et due forme. C'est très difficile de dire que c'était un mauvais transfert ou un bon transfert, mais la décision de la fédération n'est pas aussi épargnée d'être critiquée. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites au niveau de ces transferts-là. Et pas mal de gens ont soulevé leur voix, notamment Lupopo, qui a fait même des conférences de presse. Les clubs qui a transféré des Bénin Ndongala, Trinité, son dirigeant fait des conférences de presse. Il y a aussi Mazembe qui avait éclairé sur la question, comment est-ce que lui avait fait, avait transféré, avait acquéri le joueur dans son club. Il y a quand même à boire et à manger. C'est pourquoi j'ai soulève cette option-là de dire qu'au moment des transferts, il faudra se rendre compte sur tous les documents à se communiquer entre clubs et surtout les instances doivent toujours aussi aider. Et en plus que la fédération n'avait jamais communiqué au fond de quoi est-ce qu'il s'agissait et chaque partie essayait de tirer la couverture de son côté. Il est aussi très difficile de prendre une position quelconque. Mais je pense, dans ces cas-là, c'est les joueurs. C'est le joueur qui a été vraiment mis en difficulté parce que l'une des parties, disons Lupopo, qui a été frustré. Si Lupopo s'est décidé d'aller aux instances supérieures, je pense que ces dossiers-là allaient créer vraiment du buzz, comme le nom de l'émission. Et je suis vraiment persuadé, que ces dossiers-là avaient vraiment beaucoup de non-dits et que si seulement que ces dossiers-là atteignaient aux instances internationales, un grand problème allait survenir. Vous allez vous rappeler même le dossier de Zao Matutala. Et ce sont des cas pareils où le transfert est mal fait et les accords n'ont pas été bien faits, la documentation n'a pas été bien ficelée et les instances aussi n'ont pas été aussi très prudents au moment d'homologuer un transfert et puis ça crée toujours derrière beaucoup de problèmes et ça a du mal maintenant à avoir des vraies sanctions tombées. Parce que c'est toujours des grands clubs qui sont engagés dans ça. C'est tantôt V-Club, c'est tantôt Lupopo, c'est tantôt Mazembe. Et nous voyons les cas des sanctions qui ne sont pas vraiment, qui ne répondent pas vraiment au cas des flagrances qui sont parfois posées devant les instances ou dans le football congolais. Avant de poser une deuxième question, j'aimerais ouvrir une brèche par rapport à ce sujet des transferts. Un joueur qui a été transféré, qui a un contrat en bonne et due forme, aussitôt arrivé, le joueur attise des dettes de 3 mois, 4 mois sans être payé, ni de primes de salaire. Forcément, ce joueur-là, si demain il veut aller s'engager à une autre équipe,
qui demande qu'il y ait une résiliation faute de temps de jeu et de consort, il fait partir. En ce moment-là, comment la position que le club doit avoir ou le joueur doit avoir, serait quoi? Parce qu'on dit souvent quand un joueur a fait 3 mois sans être payé, il est d'office libre, bien qu'il ait son contrat. Ben exactement, parce que le règlement de la FIFA les stipule que déjà au-delà des 2 mois de non-paiement de la rémunération d'un athlète, cet athlète-là sera considéré comme un joueur libre. Mais quand même, il y a une procédure à respecter. Notamment, ces joueurs-là devront saisir son club en lui mettant en demeure pour lui rappeler qu'il n'est pas payé pendant X temps et qu'il lui donne un délai de 15 jours pour régulariser la situation afin de lui mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais après ces 15 jours, ces joueurs-là sont capables de saisir les instances et que ces instances-là doivent les libérer parce qu'un joueur ne peut pas aussi se déclarer libéré. C'est une procédure à suivre devant les instances compétentes et ces instances-là pourront déclarer que ce joueur-là est libre parce que le club n'a pas pu le payer en déjà plus de 2 mois. Et si le club n'arrive pas à régulariser la situation pendant le moment de la mise en demeure, et c'est voilà que les instances peuvent déclarer que ces joueurs-là deviennent libres. Comment fonctionne un transfert? Voilà, comment fonctionne un transfert, c'est comme je venais de l'expliquer ici, que le transfert fonctionne au niveau local, et au niveau national et au niveau international. Et là, je venais d'expliquer comment est-ce qu'au niveau national, les quelques procédures. Je vais vous relancer cette question. Quand un joueur quitte Lupopo pour jouer avec les... On peut aussi parler des transferts interentités? Non, c'est pas interentité, c'est un transfert national. Okay. Et c'est un joueur qui évolue dans la même ligue, c'est un transfert national, ça n'a pas de problèmes internationaux. Ouais. Okay. Et donc je disais ici que j'expliquais les transferts sur le plan national, comment est-ce qu'ils s'opèrent, et sur le plan international, pour ne pas trop se répéter. Mais seulement je voulais ajouter un point saillant, un détail, vraiment pour dire que ces transferts-là a aussi une exception, surtout sur le transfert qui concerne un mineur. Okay. Ça, c'est un grand problème où dans notre football, les transferts des mineurs ne sont jamais respectés. Un mineur n'est pas aussi transféré autant que les adultes parce que la FIFA oblige la protection de mineurs lors de n'importe quel acte à poser sur un mineur. Et les transferts n'est pas épargné de cette obligation. Donc, c'est-à-dire pour un mineur, pour qu'un mineur soit transféré, il est obligatoirement qu'il y ait des personnes qui assument la responsabilité tutélaire de ces mineurs puissent faire partie intégrante du transfert de cet enfant. C'est-à-dire si ce sont ses parents, si ce sont ses oncles et autres, mais n'importe quelle personne qui assume l'autorité tutélaire d'un mineur doit faire partie intégrante de ces transferts-là. C'est-à-dire, cette personne doit donner une autorisation parentale, dûment signée et légalisée, et les déplacements, si c'est un transfert international, les déplacements d'un mineur doivent être cautionnés d'un déplacement de ses parents qui doivent prendre soin de lui au lieu du travail où il sera. C'est-à-dire que dans un pays où doit se rendre un mineur, il doit se rendre avec ses parents. Donc le club qui veut acquérir un mineur doit prendre en charge les déplacements des parents, de leur trouver un travail afin qu'ils continuent à prendre soin de leur enfant. Parce qu'un mineur ne perd jamais ses droits entre les mains de ses parents, peu importe son statut professionnel dans n'importe quel club. Raison pour laquelle la majorité des clubs évitent de
d'organiser des transferts des mineurs parce que ça coûte énormément cher. Même sur le plan national, pour déplacer un mineur d'une ville à une autre, disons un mineur qui doit quitter Kinshasa pour Lubumbashi ou d'une province à une autre province, il est obligatoirement de prendre charge de ses parents qui doivent se déplacer avec ces mineurs, qui doivent exercer son exercice professionnel, mais aussi pour prendre soin de lui parce que c'est son droit d'être pris en charge par ses parents. Voilà un détail que je n'avais pas évoqué dans l'opération, dans la gestion des transferts. Mais apparemment ici, ce cas-là n'est pas trop souvent respecté. Ça a failli faire mouche à l'époque de David Clermont-Tonnerre avec l'affaire Thomas Nzoto. Oui, ce sont les conséquences. À qui ça profite? À qui ça profite? C'est la question qu'on s'est posée, à qui ça profite. Mais ça profite qu'aux dirigeants, parce que les dirigeants des deux côtés, les dirigeants qui ont transféré les joueurs du Congo-Brazza vers Kinshasa ont perçu leurs frais de transfert. Les dirigeants qui voulaient les joueurs ici au Congo ont bénéficié du talent de ces joueurs qui a sensiblement aidé les clubs et le joueur a été exposé. Et ça ne lui a pas profité parce que ça risquait même de gâcher même sa carrière. Parce que si ce transfert-là était communiqué au niveau de la FIFA et que la FIFA constatait que tous les éléments n'étaient pas réunis, le joueur allait connaître aussi peut-être une suspension de quelques temps, le temps que les dossiers soient bien traités et que la suspension soit levée après, voilà que le joueur pouvait bien perdre. C'est pourquoi nous disons à qui ça profite. Parfois, ça peut profiter à un joueur, ça peut profiter au club cédant, ça peut profiter au club acquéreur. Ça dépend du contexte de chaque transfert. Mais en parlant du contexte où le club acquéreur qui prend le joueur, c'est lui qui lui aussi profite? Exactement, parce que quand un club acquéreur va chercher un talent, c'est les clubs acquéreurs qui sollicitent les transferts. Et ils sollicitent auprès du club cédant. Et son profit, c'est d'avoir un talent qui va aider son équipe. Et ça ne profite pas d'une manière négative, mais d'une manière positive. On ne profite pas d'une manière négative. D'une manière négative, ça devient des conséquences. Okay. Donc, le profit, c'est l'avantage. Et les conséquences, ce sont là tous les faits qui viendront anéantir, soit être posés d'une manière négative dans une circonstance quelconque. Alors, prenons la question suivante. Qui prend l'argent des transferts d'un joueur? En cas de transfert d'un joueur, qui est censé les négocier, de prendre l'argent? Ça, c'est aussi un cas qui font vraiment trop mal en cas de transfert de joueurs congolais. Qui touche au pactole, c'est toute partie qui se retrouve dans la convention. Okay. Ou dans les différents textes ou dans les différents documents échangés entre différentes parties. Toute partie qui a des clauses qui stipulent que cette partie-là doit être rémunérée au moment du transfert, c'est toutes ces parties-là qui doivent toucher au pactole. Je donne un exemple. Un club de l'entente urbaine, au niveau zélotique, soit un club de l'EPFKIN, transfère un joueur dans un club moyen au niveau de la Ligue 2, soit au niveau de la Ligue 1. Mais au moment de ces transferts, il y a une clause qui dit, en cas de transfert de ces joueurs, il doit nous revenir autant de pourcentage. Je mets par exemple 20% sur le coût global du transfert des joueurs. Et le joueur explose dans son club de la Ligue 1, soit Ligue 2, puis il est sollicité. Et quand ce joueur-là est transféré, quand l'argent sera versé au club cédant, le club cédant doit revenir dans les clauses de la convention de transfert avec les clubs qu'il avait cédé précédemment le joueur pour sortir
les 20% repris dans la convention, dans la clause, pour dire que les 20% du coût global doit revenir au club qui avait cédé précédemment. Donc, ces clubs-là doivent sortir 20% et donner à ces clubs-là. Et c'est-à-dire que les deux clubs ont bénéficié. Par contre, il y a aussi un autre club, d'autres clubs qui peuvent aussi bénéficier en cas de transfert. C'est-à-dire un club qui n'était même pas dans des clauses en cas de transfert, mais ce sont des clubs qui ont participé à la formation du joueur. Et ces clubs-là vont bénéficier de ce qu'on appelle les indemnités des clubs formateurs. Partout où le joueur est passé avant ses 18 ans, ces clubs-là doivent toucher aux indemnités de solidarité. Je donnerai l'exemple de Luindama, qui est passé par DCMP avant ses 18 ans. Lorsque Luindama a été transféré au Standard de Liège, DCMP a été repris comme club ayant participé à la formation du joueur parce que le joueur est passé à ses moins de 18 ans et le club avait touché, DCMP plutôt avait touché aux indemnités des clubs formateurs. J'ai donné aussi l'exemple de Glodingonda, où son club de 3e division à l'époque, à Tchangou, qui s'appelait AS Monaco, avait touché ces indemnités des clubs formateurs. Donc le club était là et ne savait même pas si un jour, de tout ce qu'il avait touché sur les transferts de Ngonda, et le club avait perdu toutes les clauses en cas de transfert, mais ne savait même pas qu'un jour, si Ngonda est transféré avant ses 24 ans, il pouvait toucher ses indemnités. Ces clubs-là avaient touché ses indemnités. Mais à qui profitent les transferts au Congo? Voilà d'autres choses qui font profiter à des personnes qui ne sont même pas bénéficiaires. Okay. C'est-à-dire, il y a des clubs par où le joueur passe au-delà de l'âge où il pouvait bénéficier des indemnités des clubs formateurs, c'est-à-dire les joueurs passent au-delà de 18 ans, il arrive à 20 ans dans un club quelconque, et ces clubs-là les transfèrent. Mais au moment du paiement des indemnités des clubs formateurs, les clubs-là ne citent même pas d'où est venu ces joueurs-là. Et beaucoup de clubs qui ont transféré des joueurs en Europe ou à l'extérieur du pays en ont bénéficié frauduleusement, aux yeux même des instances sportives. Parce que les instances sportives, comme la fédération, connaissent ou savent faire la traçabilité du parcours d'un joueur. Parce qu'avant que les joueurs ne sortent, il y a un autre document qui est aussi communiqué à l'international, c'est-à-dire, on appelle ça le passeport du joueur. Le passeport du joueur explique le parcours d'un joueur. D'où il est venu. Le premier club qui lui a produit sa première licence jusqu'au club qui l'a transféré. C'est-à-dire, le jour du transfert, sur le coût global du transfert, on doit retrancher, si c'est un transfert qui s'est fait avant ses 24 ans, on doit retrancher les coûts qui reviennent aux indemnités des clubs formateurs pour payer à ces clubs-là qui ont formé les joueurs. Donc, il y a des clubs qui forment des joueurs au Congo, mais qui ne bénéficient pas. À qui ça profite? Ça profite à ceux-là qui sont là, justement, pour prendre. Ils n'étaient pas là au moment de la formation, ils n'étaient pas là au moment de dénicher, ils n'étaient pas là parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont allés, dont les dirigeants, les formateurs, vont le récupérer au niveau de leur maison, expliquer à leurs parents que cet enfant a beaucoup de talent. Demain, le football peut être aussi un gagne-pain pour cet enfant-là. Et du coup, quelqu'un qui a vraiment travaillé sur l'enfant, du point de vue fond et forme, et après... du point de vue fond et forme, et faire de cet enfant-là un talent commercial, et puis demain, ne pas bénéficier de ces transferts, du transfert du joueur. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment très, très désolant. Et
comment est-ce que moi je me pose, moi en tant qu'analyste dans le domaine, dans le milieu du foot, je me pose la question, comment est-ce que nos instances sportives, notamment la fédération, peut rester muette pendant que ces genres de choses se produisent. Et là, je peux féliciter le secrétaire général de la fédération, Maître Innocent Kibundoulou, que nous sommes allés voir pour essayer d'échanger sur cette question des indemnités des clubs formateurs, parce qu'on en connaît quelque chose. Mais heureusement, depuis qu'il est là, il nous a expliqué en nous montrant des preuves que la fédération a toujours été contactée pour référer auprès de qui les indemnités des clubs formateurs, soit des solidarités, devaient être payées. Et eux, au moment où ils ont reçu ces demandes d'information sur le joueur cité, ils ont retracé les joueurs par leur passeport joueur. Ils ont convoqué des clubs pour que des clubs communiquent aussi tous les documents possibles qui prouvent que c'est vraiment leurs joueurs, qu'ils ont formé ces joueurs-là. Ces joueurs-là sont passés chez eux pendant leur âge de moins de 18 ans. Et quand ils remplissent toutes les conditions possibles, ces joueurs-là et ces clubs-là entrent en possession de leurs droits, des indemnités des clubs formateurs. C'est quelque chose vraiment qu'il faudra vraiment apprécier et féliciter, et que ça doit continuer. Ça ne doit pas continuer à être payé comme ça, mais ça doit maintenant être communiqué, sensibiliser les clubs. Comment est-ce qu'un club peut suivre ces indemnités des clubs formateurs, soit des solidarités? Je voulais chuter par là. Il y a un mécanisme qui est mis en place par la FIFA qui s'appelle Closing House. Ce mécanisme-là est mis en place, ça fait 24 mois maintenant que ces mécanismes sont mis en place pour organiser les paiements des indemnités des clubs formateurs. Donc, je pense que la fédération devra faire maintenant le travail de sensibiliser les clubs, de les former, comment suivre la procédure pour entrer en possession de ces droits d'indemnité des clubs formateurs. Est-il obligatoire les frais de formation? On peut les payer, les clubs qui achètent un joueur au niveau de l'Europe, il est obligé de payer le prix, l'argent. Les indemnités? Exactement, c'est obligatoire parce que... Au cas où cela ne se fait pas, il y aura des peines. Les clubs seront sanctionnés. Les clubs seront sanctionnés, c'est très normal. C'est pas normal, mais c'est obligatoire à tout club qui doit payer les indemnités des clubs formateurs de s'acquitter de ces devoirs-là. C'est vraiment obligatoire. C'est pas pour rien que ce mécanisme de clearing house a été mis en place par la FIFA pour suivre comment payer les indemnités des clubs formateurs. Donc c'est ce que je suis en train de demander vraiment, des recommandations faites auprès de la fédération, d'organiser des sessions de formation, des sensibilisations sur des clubs formateurs, comment suivre la procédure de se faire payer les indemnités des clubs formateurs en cas de transfert des joueurs formés dans leur club. Quelles sont les conséquences d'un mauvais transfert? Les conséquences d'un mauvais transfert, la première, je dirais, la détérioration de la carrière d'un joueur. Le joueur peut perdre sa carrière à cause d'un mauvais transfert. C'est-à-dire un transfert qui n'a pas été bien organisé, où il y a eu beaucoup de cas de fraude, soit il y a eu pas de vérité au moment des transferts, manque de communication de certains documents, qui peut faire tomber les joueurs dans l'utilisation abusive par un club. Et dès que cela est repéré par les instances compétentes, le joueur pourra être sanctionné pour une durée quelconque, et cela pourra endommager la poursuite de sa carrière, et sa carrière pourra connaître beaucoup de problèmes. Et peut-être après la sanction, il pourra avoir du mal à se relancer. Ça, c'est la première conséquence
des mauvais transferts, c'est-à-dire que un mauvais transfert peut aussi endommager la carrière d'un athlète. Une autre conséquence des mauvais transferts, c'est que le club peut se faire sanctionner lourdement. C'est-à-dire que quand un mauvais transfert se pose, dans l'exécution de ces mauvais transferts, quand on utilise un joueur issu d'un mauvais transfert, ça peut tomber dans une double affiliation. Okay. Où le droit d'un joueur n'était pas complètement cédé dans un autre club et que ce joueur s'est retrouvé dans un autre club. Et un club peut porter plainte contre un autre et les instances compétentes peuvent frapper et les joueurs et le club, et du coup le club peut aussi perdre ses repères pour avoir été sanctionné, notamment pour interdiction des recrutements pendant 2-3 fenêtres ou 4, et cela pourra poser beaucoup de préjudices. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un problème de transfert, mais c'était des problèmes d'un paiement ou conflit contractuel entre Mazembe et certains joueurs. Mazembe a été sanctionné et vous avez vu que Mazembe préparait son recrutement XXL et qui n'a pas pu avoir lieu. Et ça a plutôt endommagé le club de ne pas fonctionner comme il se doit. Et ça peut être aussi causé par le cas d'un mauvais transfert. Et je pourrais même relever les cas des mauvais transferts dont Mazembe a été victime. C'est le cas Janvier Bessala, voilà, qui revenait de l'Espérance de Tunis vers Mazembe, où le transfert n'a pas été bien organisé et Mazembe avait connu une sanction d'être écarté de la compétition africaine, alors que Mazembe allait en feu pour gagner ces titres-là. Donc, c'est aussi une des conséquences qui peut vraiment mettre à mal tout un investissement d'un club. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Généralement, ce sont les Congolais qui sont plus victimes de ces genres de transferts. Alors, ça devient monotone. Voilà, au pays, oui. Parce que déjà, les Congolais sont majoritairement transférés pendant le moment des mercato. C'est très normal aussi que les Congolais soient plus des victimes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde veut être bénéficiaire plus que l'autre. Okay. Raison pour laquelle certains transferts tournent mal et les Congolais tombent victimes. C'est-à-dire, tous les cas qu'on est en train de relever des transferts, quand vous allez au niveau des instances sportives, nous, en tant qu'avocats, nous sommes consultés par certains clubs pour aller plaider leur cause devant les instances sportives. Vous allez trouver beaucoup de cas relatifs aux transferts. Il y a toujours des transferts qui se déclarent, qui n'ont pas rempli toutes les conditions, qui n'ont pas été réguliers, les indemnités qui n'ont pas été payées, des clauses en cas de transferts qui n'ont pas été payées à d'autres clubs. Et ça a toujours été des cas devant les instances compétentes, les instances sportives à tous les niveaux, en commençant par les cercles, les ententes urbaines, jusqu'au niveau de la Ligue nationale. Les situations liées au transfert sont vraiment parmi les plus récurrentes plutôt au niveau des instances sportives. Et c'est toujours triste de voir que ces transferts-là passent devant les instances sportives, mais comment est-ce que ces transferts deviennent sujet des problèmes devant les mêmes instances sportives? Est-ce que les instances sportives ne sont pas à mesure de bien gérer la traçabilité, ou ce sont des actes prémédités de certains clubs en s'associant à certaines personnes travaillant dans des instances sportives? Ce sont des questions que nous nous posons, mais la meilleure manière de régler ce genre de conflits sont des sanctions exemplaires pour que cela ne se répète plus. Parce que, soyons clairs, pour des cas de transferts frauduleux,
des transferts problématiques, avons-nous déjà appris des sanctions sévères qui coûtent trop cher à nos clubs congolais, notamment les grands clubs congolais? Non. Tout simplement parce qu'il y a toujours des problèmes, des ramifications qui font est-ce que tout cela soit réglé comme si les jeux étaient normaux, tout en pénalisant certains et en donnant beaucoup plus d'avantages aux autres. Et c'est pourquoi nous posons cette question: à qui ça profite? Ça profite au côté le plus fort. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, maître. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire aussi un message, lancer un message pour éviter cela, quand nous tombons dans des cas pareils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faudra faire, c'est que à chaque club qui veut organiser un transfert, il doit être sûr et certain sur les différents documents qu'il communique pour bien assurer son transfert. Être clair et précis dans toutes les conventions qui sont en train de signer entre différentes parties. Et aussi, une recommandation auprès de nos instances sportives de bien gérer les transferts des joueurs quand cela se pose devant leur table. C'est-à-dire aider les clubs qui ont des conventions avec des clubs cédants afin de retrouver leurs droits, de certaines clauses pour ce qui doit leur revenir. Aider des clubs qui sont en droit de bénéficier des indemnités des clubs formateurs pour retrouver leurs droits. Au lieu que ces problèmes puissent être des problèmes qui doivent être réglés devant les instances sportives, il serait mieux que les instances sportives anticipent ce genre de situations pour que chaque partie se retrouve dans son droit et que chacun trouve gain de cause de travail qu'il a pu abattre sur un joueur. Merci beaucoup, Maître Fils-Mongué. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, amis sportifs. Vous étiez tellement nombreux en train de suivre cette émission. Je dis un grand merci à Jordi Kalonda, à toute l'équipe technique qui nous ont tenu main forte pour réaliser et concrétiser cette émission. Merci à vous, vous étiez très nombreux et de vœux de bonheur et de prospérité à vous. Quant à moi, je vous retrouve déjà le mercredi prochain. Portez-vous bien, au revoir.